Bonjour à tous, donc avec, bon j'ai appelé ça une review mais ça va pas être exactement une review comme d'habitude, je vais plus faire des commentaires généraux sur les deux derniers pay-per-view de la WWE, même voir les trois derniers. Avant de m'attaquer à ça, juste deux actualités concernant ma chaîne. La première c'est anecdotique mais j'ai fait une mise à jour du top 10 de Owen Hart, j'avais fait une vidéo avec les 10 meilleurs matchs de Owen Hart et j'ai rajouté 3 matchs que j'ai découverts récemment en regardant beaucoup de combats des années 80 au Japon et de l'année 1990 aussi à la New Japan, dont un qui oppose Owen Hart à Chris Benoit en tant que Pegasus Kid, qui est vraiment excellent et qui ferait partie de mon top 10, qui serait plutôt pas mal classé, genre 7ème ou 8ème, j'ai mis un truc comme ça. Donc voilà, si vous voulez, voilà, si vous êtes fan d'Owen Hart ou de Chris Benoit ou quoi, n'hésitez pas à aller le voir. En plus, il est disponible sur YouTube ce match-là, alors que les autres, je suis pas sûr. Hop, le deuxième truc que je voulais dire, c'est que là, a priori, les gens qui regardent cette vidéo-là, en général, c'est plutôt des gens qui regardent quasiment que du catch américain. Et je vais faire une vidéo prochainement qui va s'appeler un truc comme Introduction au pur reçu, au catch japonais. Et ça s'adressera davantage justement aux gens qui ne regardent pas, peu, ou qui sont pas encore trop dedans, ou voilà, ou qui n'ont pas compris le délire là-dessus, enfin bref. Et l'idée, ce sera pas de vous dire c'est génial, regardez, ou vous donner des meilleurs combats, ou je sais pas quoi. C'est vraiment de vous donner un maximum d'éléments qui vont vous permettre de savoir si ça peut vous intéresser, éventuellement, et de vous faire comprendre 2-3 trucs spéciaux, enfin qui sont différents au Japon par rapport aux États-Unis, ce genre de choses. Donc voilà, moi personnellement je découvre le catch japonais comme ça, donc n'hésitez pas à la regarder, justement peut-être pour vous ouvrir un nouvel horizon et peut-être une espèce de, comme ça, de coffre au trésor. C'est un peu ce qui m'est arrivé. Voilà. Donc voilà, c'était tout pour ça. Maintenant, parlons un peu des deux derniers pay-per-view de la WWE, donc Hell in a Cell et Battleground 2013, qui ont été assez moyens. En fait, c'est pour ça aussi que j'ai pas voulu faire la review de Battleground juste après l'avoir vu. J'avais pensé le faire avant de voir le pay-per-view. Finalement, je me suis rendu compte que j'avais rien de plus à dire. Voilà, pay-per-view assez moyen, donc j'ai toujours pas trop envie de parler de ce genre de pay-per-view là. Et surtout, il y avait pas mal de choses qui se répétaient avec ce que j'ai pu dire sur Night of Champions. Et là, avec Hell in a Cell à nouveau. Donc je me suis dit, ça vaut peut-être le coup justement de faire une vidéo sur les deux ensemble, voir Night of Champions pas loin aussi dans l'esprit, plutôt que me dire, allez, encore une fois, je saute celui-ci. Donc en plus, je vous ai mis mes notes en dessous avec mes awards, comme ça garde le truc que je fais à chaque fois en cours. Alors, des PVO moyens, d'abord, on peut se demander, est-ce qu'ils sont moyens pour les mêmes raisons? Et si oui, lesquelles? Alors, en effet, il y a quelques raisons qui sont en commun, et c'est de ça que je vais parler principalement. La première chose, c'est que c'est vrai que ce sont des pay-per-view, certaines personnes appellent ça des pay-per-view de transition. Alors déjà, 3 pay-per-view de transition, je ne sais pas si c'est vraiment de la transition à ce niveau-là. Mais aussi, l'idée même de pay-per-view de transition, c'est peut-être un peu abusif parce qu'il y a quand même des gens qui payent. Hein, l'idée de pay-per-view, c'est qu'il y a des gens qui payent pour voir ces shows-là. Donc tu es quand même obligé de leur délivrer la marchandise. Je veux bien que dans l'idée, ce ne soit pas des pay-per-view aussi importants que d'autres et qu'on en garde un peu sous le pied. Mais là, je pense que peut-être ils en ont gardé justement trop sous le pied. Donc, voilà, ils ont peut-être pris ça un petit peu trop pour de la transition, entre guillemets. Voilà. Un des trucs qui se voit là-dedans, c'est qu'on n'a pas une quantité de gros matchs très importante et qu'on a justement au contraire pas mal de remplissage, que ce soit par des matchs de remplissage, type les combats qu'on a eu avec Great Khali ou les matchs des Divas ou ce genre de trucs. Là, à NSL, le match aussi avec des Los Matadores. Aussi du remplissage avec des segments comme on a pu avoir avec Miz dans le dernier pay-per-view, ou des trucs avec le panel ou des vidéos sur, je sais pas moi, le truc pour le cancer, enfin bref. Il y a beaucoup de choses comme ça, ce qui fait qu'on a moins de temps d'antenne consacré aux matchs qui vont faire ou défaire le pay-per-view. Donc ça met déjà plus d'importance sur ces combats-là. Alors vous allez me dire, c'est pas grave, hein, les trucs d'entraque, il y en a toujours eu, il y en aura toujours, pourquoi se parler de ça? Je pars du principe, enfin je trouve qu'il y en a trop, et en plus on va nous les mettre, parce qu'il y en a trop, on va nous les mettre, par exemple, là au dernier pay-per-view, on a eu un match avec Fandango et Great Khali, entre un segment, avec Miz, Kane et Wyatt Family, et un match pour le titre US. Donc à la limite, on n'a pas besoin de souffler ici, et ce serait un peu le rôle d'un entraque, c'est de nous faire un truc un peu léger entre deux gros pavés, entre guillemets. Donc voilà. Donc voilà, moi je trouve qu'il y a un excès dans ce sens-là, c'est pas la principale raison, mais ça contribue. Donc la deuxième raison, c'est comme je disais, du fait qu'on a moins de temps d'antenne consacré aux gros trucs, ils ont tout intérêt à vraiment être bons sur ces gros trucs-là, sinon ça va vraiment laisser un mauvais goût. Et ça n'a pas trop été le cas. Et ce qui est surprenant, c'est que pourtant on a dans le main event les deux matchs les plus importants systématiquement dans ces pay-per-view-là, ça a été les matchs qui ont découlé de la rivalité Paul Heyman-CM Punk, donc avec quand même un excellent lutteur CM Punk, et les Daniel Bryan Randy Orton qui sont quand même c'est quand même une belle affiche puisque Daniel Bryan est peut-être le meilleur lutteur actuellement à WWE et Randy Orton n'est quand même pas mauvais.
Donc voilà. Bon. Et à l'arrivée, ça fait pas des matchs terribles, voire même des matchs vraiment plutôt très faibles, même notamment, je pense là au Ryback CM Punk de Battleground, qui était vraiment pas terrible, vraiment faible. Voilà, donc c'est quand même, ce qui est étonnant là-dedans, c'est de se dire, voilà, il y a quand même des bons lutteurs et ça fait pas des bons matchs. Autant quand on avait des gars comme Great Khali ou Batista dans le main event, c'est pas très étonnant que ça soit pas terrible. Autant là, c'est plutôt étonnant. Donc essayons de chercher les raisons. Bon, la première raison qui vient à l'esprit, c'est la raison qui vise à garder ces gars sur un piédestal et se dire, la raison elle est ailleurs, c'est le booking qui est pourri. Bon, c'est vrai que le booking est pourri. Hein. Je pourrais vous parler de quelques trucs de merde de booking, mais je pense pas qu'on puisse se cacher entièrement derrière. Alors quelques exemples de booking pourri quand même, pour ceux qui seraient pas trop convaincus par ça. Bon, c'est pas nécessairement le top 3, mais dans l'idée, il y a le finish du match Hell in a Cell que je trouve un peu bizarre, assez naïf, que ce soit dans le fait que Shawn Michaels puisse être KO sur un pauvre bump comme ça, sur le fait que Triple H vienne détourner l'attention de Shawn Michaels, il est quand même pas si con que ça. Et puis surtout le gars qui perd ses nerfs sur un rien, c'est-à-dire qu'il se met à attaquer Daniel Bryan comme si il lui en voulait d'avoir attaqué Triple H, c'est pas comme s'il découvrait tout d'un coup qu'il y avait une animosité entre son élève et son meilleur ami. Vous voyez ce que je veux dire? Et puis tout ça, ça détourne l'attention du match. Finalement, nous, je pense qu'on a tous envie de voir Randy Orton et Daniel Bryan s'affronter, puis que le meilleur gagne, quoi. À un moment donné, un vrai combat, quoi. Bref, c'est pas le pire. Je pense qu'on a eu bien pire à Battleground, avec quand même une fin de pay-per-view où, en fait, on n'a pas la fin du main event. Combien de fois on a vu des arbitres être KO? Parce que si vous vous souvenez, en fait, c'est Big Show qui intervient, donc il y a 2 arbitres KO, les lutteurs sont KO, machin, Big Show au milieu du ring, et voilà. Merci, à demain. Ok, on n'a pas la fin du match. Combien de fois on a vu des arbitres être KO et le match continue, quoi. Je veux dire, voilà, si à chaque fois qu'un arbitre était KO, on devait arrêter le match, ce serait le bordel. Donc du coup, bon, nous, le programme s'arrête. Moi, j'ai pas payé, donc ça me dérange pas, mais je me dis déjà que les gens qui ont payé, ça va bien les faire chier. Mais ce que j'aurais vraiment aimé voir, c'est comment ça a été présenté pour les gens qui sont dans la salle ce soir-là. Je sais plus où ça se passait, mais bref. C'est-à-dire qu'à un moment donné, les arbitres ont bien dû se réveiller à un moment donné, ou les lutteurs, et qu'est-ce qui s'est passé, je veux dire? Parce que nous, le programme s'est arrêté, on nous a fait comprendre par le fait que le programme s'arrête que c'est un no contest, mais comment ça a été présenté aux gens dans la salle? Parce que normalement, quand il y a un arbitre qui est KO, ça continue jusqu'à ce qu'il y ait un pin ou une disqualification, enfin bref, quelque chose, quoi, une décision, tout simplement. Donc ça, c'est vraiment une fin de pay-per-view qui laisse un très mauvais goût dans la bouche. On a l'impression qu'on vous a promis ce match, mais en fait, on le déplace, vous l'aurez une autre fois. Donc ça, c'est toujours déstabilisant. Et dans le genre booking de merde aussi, on a eu à Hell in a Cell Paul Heyman, qui est censé participer au match avec Ryback contre CM Punk. C'est quand même CM Punk a gagné le droit de choisir son match. Et à l'arrivée, non seulement c'est pas ce qui va se passer, mais en plus a priori c'était vu par avance parce que Paul Heyman a quand même eu l'aide d'un technicien et tout ça. C'est pas comme si lui tout d'un coup il avait décidé de fuir et puis de grimper sur la cage ou un truc comme ça. Il a l'occasion avec une promo au micro de nous expliquer tout ça et il dit de la merde, clairement. Voilà, la cloche sonne et là c'est un espèce de blanc, même les commentateurs sont là, tiens c'est bizarre. Voilà, ok, on était censé avoir un handicap match, au final on l'a pas et on sait même pas pourquoi on l'a pas. Quoi. Donc voilà, je sais pas. Alors c'était à la limite c'était pas plus mal. Hein. C'est sûr que Paul Heyman dans un match ça fait pas rêver, mais bon. Voilà, c'est juste que c'est déstabilisant. Dans ce cas-là, fallait pas dire qu'on allait avoir ce match-là. Donc, voilà. Booking, tout ça c'est des exemples de booking gamer, je suis sûr qu'il y en a d'autres auxquels je pense plus. Et voilà. Maintenant, c'est pas, comme je disais, c'est pas la seule raison. À un moment donné, par exemple, là, le match à l'Innocel dont je viens de parler avec Paul Heyman qui est sur le haut de la cage, tout ça, à un moment donné, CM Punk, Ryback, ils sont one-on-one, c'est clean, il n'y a pas d'interférence du booking à ce moment-là, c'est juste un truc one-on-one. Certes, Ryback c'est pas le meilleur de tous les temps, mais je pense que le match est quand même vraiment plus faible que ce qu'on pouvait en attendre. Et donc du coup, je donnerais plutôt la faute à CM Punk, qui c'est quand même le gars qui doit porter le match à un moment donné. Bon, c'était pas une daube complète, mais voilà. Et là, je l'explique pas. J'avoue que je sais pas pourquoi CM Punk n'arrive plus à obtenir de bons matchs, même avec des adversaires moyens. Donc bon, voilà. C'est vrai que Ryback n'est pas extraordinaire, mais avec Cena, par exemple, il a eu un bon Last Man Standing match. Donc comme quoi, il est pas si naze que ça. Enfin, il y a quand même moyen d'avoir des trucs potables avec lui. Par contre, pour le cas Daniel Bryan Randy Orton, certes, ils n'ont pas été aidés par le booking, mais là aussi, ils ont quand même eu du temps pour faire des matchs de qualité, tout ça, et ça n'a pas été trop le cas. Et ce qui est plus étonnant, c'est qu'on sait qu'ils pourraient être bons, puisqu'ils l'ont fait à Raw, comme je disais, en juin, je crois. Et du coup, j'ai essayé de réfléchir à pourquoi, et la seule raison que j'ai trouvée, ce serait plutôt de la faute à Daniel Bryan. Donc, comme il est souvent sur un piédestal, je trouvais que c'était intéressant de le dire. C'est pour moi, il y a un espèce de défaut qu'il a de plus en plus, et je pense que c'est parce qu'il essaye de faire encore plus, d'être encore meilleur, et il part dans un excès. C'est que
les dominations d'Daniel Bryan sont impossibles à vendre pour son adversaire. C'est-à-dire qu'il en met trop dans la gueule de l'autre, trop de kicks, trop de big moves, trop de trucs un peu gratuits comme ça, où quelque part il a l'air de se dire, si je dégage de l'intensité sur le move, et que voilà, j'en mets plein, les gens vont avoir l'impression que c'était violent. Alors que non, parce que l'autre peut pas vendre le truc comme dévastateur, parce que sinon il va être dévasté 15 fois, et à un moment donné c'est plus possible. À NSL, on a vu ça par exemple avec 2 suicide dives de suite, il en fait un 3e. Alors, ok, hein, ouais, ça dégage de l'énergie, tout c'est marrant. Mais d'un autre côté, normalement, un suicide dive, surtout si tu te ramasses dans le grillage, t'es sur 7 KO. Le gars, on prend 2, et il faudrait qu'il esquive le 3e, enfin bon, c'est too much. Et après, il y a des coups de chaise, c'est fait très gratos. Le bump avec les chaises au milieu, tout ça, enfin, ouais. Je trouvais qu'il a fait dérailler le selling en voulant en faire trop. Voilà. Et finalement, le début du match, où ils essayent de se contrer comme ça, jusqu'au moment où Randy Orton est contré à l'extérieur du ring et balancé dans l'escalier qui est mis à la verticale, je trouvais que ça suivait bien, quoi. C'était peut-être plus sobre, mais du coup plus intéressant, plus lié, tout ça. Mais après c'est devenu un peu gratuit, un peu je vais en faire des caisses, et puis finalement ça tombe à plat. Alors moi c'est comme ça que je l'ai vécu, je sais pas, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, mais je trouve que c'est un défaut que Daniel Bryan a pas mal depuis un moment. Et bon, peut-être que certains lutteurs seraient capables de suivre ce délire-là avec lui. Ça n'a peut-être pas été le cas de Randy Orton, mais c'est aussi à lui de s'adapter aussi et de ne pas partir dans un niveau technique ou au niveau de je sais pas quoi d'ailleurs, d'intensité que l'autre ne peut pas suivre, si c'est ça. Mais moi je pense que de toute façon c'est insuivable, c'est un problème qu'on a pas mal dans les indies US, où les gars veulent tellement montrer une espèce de débauche comme ça d'énergie, de capacité athlétique ou technique, qu'à un moment donné ils en oublient le fondamental du match, c'est quand même qu'on sache à peu près où on en est dans le selling, quoi. Sinon c'est plus possible, quoi. C'est juste des mecs qui montrent, t'as vu comment je peux être stiff. On a ça aussi dans le cas japonais d'ailleurs, mais bref. Parfois. Donc voilà, pour l'explication de, à mon sens, pourquoi les main events ont été ratés. Heureusement, dans le mid-card, il y a eu des bonnes choses, mais pas que. Alors, voyons des bonnes choses, anecdotiques, mais quand même, les matchs des Divas sont plutôt pas mal depuis 3 mois, il fallait le dire. Bon, ça je vais pas détailler, mais surtout, la grosse rivalité du moment, je trouve, qui rentabilise un petit peu le temps d'antenne qui lui est donné, c'est la famille Rhodes contre The Shield. Ça c'est exceptionnel. J'ai pas encore vu le match à Raw où les Rhodes sont devenus champions. Apparemment, c'est le meilleur de la série. Mais, enfin, d'après ce que j'ai lu. Mais de toute façon, les 2 derniers matchs en pay-per-view qu'ils ont eu, donc celui à NSL avec les Usos en plus, et puis celui surtout de Battleground, sont vraiment particulièrement excellents. Et ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu des matchs de la division par équipe de ce niveau-là, vraiment. En plus de finir celui de Battleground, de finir sur une telle pop, sur une telle note climatique, sur un combat qui a priori n'intéresse pas plus que ça les gens, même si voilà, on sentait qu'il y avait quand même un intérêt du public dessus. Ça s'est vraiment construit au fur et à mesure du match, ça c'est toujours agréable. C'est vraiment impressionnant. Et d'ailleurs, j'ai mis sur les 2 pay-per-view MVP de la soirée, enfin top de la soirée, Cody Rhodes. Parce que c'est le meilleur lutteur du meilleur match de la soirée. Et je trouve que c'est celui qui arrive le plus à faire embarquer le public en mettant de l'énergie, tout ça. Il a trouvé un super adversaire avec qui il pouvait vraiment monter dans l'intensité, qui s'appelle Seth Rollins. Et j'aimerais vraiment voir des matchs genre de 20 minutes, une demi-heure entre les deux, parce qu'ils ont l'air d'avoir une bonne alchimie ensemble. Voilà. Sinon, Goldust aussi est assez plaisant à voir, et d'ailleurs fait pas mal réagir le public. On aura d'ailleurs peut-être notre Cody Rhodes contre Goldust à un moment, parce que du coup, c'est le genre de série de matchs qui peut donner confiance au booker pour se dire Goldust, il est rentable, il fait réagir le public, et il est bon. Donc allons-y, j'espère. Voilà. Maintenant, côté mid-card, il y a quand même eu aussi de la merde, et la merde, elle se trouve dans les titres solo mid-card, donc US et intercontinental. Et ce qui est surprenant, un petit peu comme ce que je disais sur le main event, c'est que ce sont 2 lutteurs, donc intercontinental c'est Curtis Axel et US Dean Ambrose. Quand ils ont eu le titre, tout le monde était plutôt content. Surtout Dean Ambrose, on s'est dit, ah tiens, putain, un mec super talentueux avec ce qu'il a fait à NXT, ça va être génial, il va y avoir des temps d'antenne. En plus, les matchs de mid-card, c'est souvent 10 minutes à un quart d'heure, mais sans que le booking vienne trop s'interférer, ça va être bien. Et à l'arrivée, sur tout son règne, il n'y a quasiment eu aucun vraiment bon match. En tout cas, c'est vraiment en dessous du niveau de ce qu'avait affiché Cesaro ou Kofi Kingston, ou pour le titre intercontinental, des gars comme Cody Rhodes ou même The Miz avant ça. Et quand on voit ce que ces gars-là sont devenus ensuite, regardez ce que fait Cesaro maintenant ou ce que fait The Miz, ça sent mauvais pour Dean Ambrose si les gars en backstage de WWE ont le même jugement que moi. Et ça risque d'être le cas. Donc voilà, ça c'est une vraie grosse déception, c'est une espèce de gros flop du moment. Hop, un téléchargement qui est arrivé. Voilà. Et même chose pour Curtis Axel, même si lui, je pense qu'on en attendait un peu moins.
c'est quand même un gars à qui on a redonné vraiment une grosse deuxième chance en le faisant devenir un polyman guy. Et ça n'a pas fonctionné. C'est peut-être pas forcément totalement de sa faute parce qu'il n'a pas été gâté par le booking lui non plus. Mais n'empêche que quand on est affronté à R-Truth, je crois que c'était R-Truth, à Battleground, ça n'a pas été terrible. Donc voilà, pas très convaincu de ces deux gars-là en mid-card. Et franchement, quand on voit le nombre de lutteurs qui attendent leur tour, qui sont bons mid-carders et quoi, je me dis que ça sent pas très bon pour eux, ça sent de gros débouches. Voilà. Voilà tout ce que j'avais à peu près envie de dire. Donc je pense que tout ça, c'est quand même à peu près l'observation qu'on peut faire sur les 3 derniers pay-per-view. Donc voilà, je voulais le faire et j'espère que ça va s'arrêter. Alors maintenant, justement, est-ce que ça va s'arrêter? Un petit peu de perspective d'avenir. Prochain pay-per-view, c'est Survivor Series. Je pense que Survivor Series, c'est un des pay-per-view qui demande le plus de fraîcheur et de momentum dans le roster parce qu'on a ces matchs à plusieurs. Et si on n'a pas plusieurs espèces de rivalités à l'intérieur ou une espèce d'enjeu comme ça supplémentaire ou truc, ça fait très anecdotique comme combat. Autant avant ils pouvaient le faire et il y avait une espèce d'enjeu sportif à l'intérieur qui était présent, autant depuis l'Attitude Era ou quoi, c'est de bon ton d'avoir un enjeu un peu interne, soit parce qu'il y a une rivalité, soit parce qu'il y a un titre en jeu ou un truc. Et du coup ils vont arriver dans ce pay-per-view là, je pense pas avec beaucoup de momentum, mais ils ont encore 4 semaines pour le créer. Mais voilà, je suis pas hyper optimiste pour un pay-per-view que j'aime bien traditionnellement sur la série. J'aime bien ces types de matchs là, les matchs à plusieurs là. Donc on verra. Mais c'est vrai que autant après SummerSlam, je crois à la conclusion du pay-per-view SummerSlam dans ma review, j'avais dit profitez, on vit une des meilleures périodes de la WWE ou quoi. Autant depuis SummerSlam c'est de la grosse merde, donc en fait je me suis trompé au final. En fait c'est une année assez bizarre parce qu'on a eu vraiment une période entre je dirais avril, août excellente. Et depuis août là, donc septembre, octobre, on va voir pour novembre, assez faible. Donc voilà, j'espère qu'ils vont réussir à redresser la barre d'ici la fin de l'année et surtout pour la grosse période qu'est Royal Rumble, Elimination Chamber, WrestleMania. Parce que sinon, voilà, ça aurait été un petit peu un feu de paille cette histoire de momentum et de bonne qualité autour donc de l'été, printemps-été dernier. Voilà, j'arrête là et je vous dis à la prochaine probablement pour la vidéo intro au bureau. Bye.